Donc, je vais faire l'appel, si vous voulez bien, nominativement, pour qu'on sache qui est présent, qui ne l'est pas. Donc, moi-même, je suis présent. Franck Beauvarlet. Vous faites aller la main, si vous voulez, comme ça on voit. Présent. Catherine Benedini. Carole Bizet. Présente. Pascal Bohin. Présent. Virginie Caron de Croix. Philippe Casier. Claude Chédron. Présent. Delphine Damis-Fricourt. Présente. Zora Darras. Absente. Absent. Bernard Davergne. Hubert de Genlis. Éteignez vos micros, s'il vous plaît, ça résonne toujours. Il y en a qui ont leur micro allumé. Bernard Davergne. Non. Hubert de Genlis. Non plus. Isabelle de Vazier. Présente. Présente. Stéphane Decailleux. Il arrive, il est en train de se connecter. Je l'ai de l'autre côté au téléphone. Donc, il n'est pas pour l'instant. Margot Delettré. Non, votre micro, il est là. Eh bien, bon. Pascal Delnef. Excusez, je crois. Blandine Denis. Présente. Marc de Waal, excusez. Marilyn Ducrot. Non. Dolores Esteban. Oui. France Fongueuse. A levé la main, elle est présente. Alex Gaffé. Présent. Présent. Stéphane Soulier. Stéphane Soulier. Non. Claude Hertaud, oui, je le vois. Christelle Hiver. Présente. Sabrina, je la vois plein écran. Présente. Olivier Jardet. Il a levé la main. Il a levé la main. Francis Lec. Présent. Je le vois. Présent. Présent. Marion Leprel. Présente. Brigitte Lhomme. René Lognon. Présent. Françoise Maille Barbare. Présente. Nathalie Marchand. Présente. Présente. Jocelyne Martin. Présente. Séverine Mordac. Je suis Présente. présente. Emmanuel Noiret. Présent. Jean-Louis Piot. Présent. Didier Potel. Catherine Quignon. Je crois qu'elle est excusée. Françoise Ragnaud. Présente. Jean-Claude Renaud. Jean-Claude. Bonjour. Jean-Jacques Stotter. Présent. José Sueur. Présent. Nathalie Temerman. Présente, je la vois. Philippe Varlet. Présent. Patricia Vibo. Pareil, présente. Alors, je vais essayer de refaire ceux que je n'ai pas eus, savoir s'ils sont arrivés. Catherine Benedini. Présente. Virginie Caron. Excusez. Excusez. Philippe Casier.
Bernard Davergne. Bernard Laval est excusé pour l'instant. Delphine, tu voulais Delphine? Casier est en train d'essayer de se connecter. Ça met un petit peu de temps, donc normalement, il va arriver. Ok, on verra s'il nous rejoint. Hubert de Genlis. Présent. Stéphane de Cailleux. Il a toujours des problèmes de connexion. Je savais que Thierry Balélan de l'autre côté. Il a des problèmes. Ok. Margot de Lettré. Marilyn Ducrot. Stéphane Oussoulier. Brigitte Lhomme. Didier Potel. Pouvoir. Pouvoir. On l'a reçu. Il faudra les envoyer, les pouvoirs. Ceux qui ont des pouvoirs, vous les dites et vous les envoyez, qu'on les ait par mail. Voilà. Donc le quorum étant atteint, on peut commencer. Vas-y, je vais un secrétaire de séance. Un secrétaire de séance. Margot n'est Oui, pas là. Margot n'est pas là. Il y avait Nicolas et quasi je le vois. Donc il y a Francis Lec qui a gardé son micro ouvert, Dolores Esteban, et je crois que M. Casier nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Pardon? Pas facile de parler. Bien. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Margot n'étant pas apparemment connectée. Pascal Bohin lève la main. Personne ne voit d'inconvénient à ce que Pascal Bohin soit secrétaire de séance. Merci. Il nous faut adopter le procès-verbal du 24 juin dernier. Y a-t-il sur ce procès-verbal des remarques? J'espère que vous m'entendez, parce qu'avec le masque, c'est pas facile. Monsieur Stotter. Oui, sans que l'intéressé n'y voit de ma part aucune persécution, je voudrais savoir vis-à-vis de Franck Beauvarlet si l'après-midi il était présent ou pas présent. Parce qu'on l'annonce dans les présents, on annonce qu'il donne pouvoir et ensuite il s'exprime. Et puis par ailleurs, il y a 2-3 petites fautes de frappe que je communiquerai hors micro. Merci. On va regarder pour effectivement le côté présentiel. Et... Delphine. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, simplement un petit point pour clarifier. Vous n'êtes pas obligé de modifier le contenu, mais je me souviens très bien la façon dont ce jour-là, vous avez interprété mes propos concernant notamment la façon dont je disais qu'on niait aussi la mémoire des femmes du département en ne mettant pas plus de femmes, de nombre de femmes pour les collèges ou d'autres bâtiments. Donc, je tiens à dire que ce n'est pas du tout ce que j'avais voulu dire. Je disais que c'était aussi comme ça qu'on faisait en sorte que l'action et la visibilité des femmes progressent. Et je n'ai pas dit que le département, votre majorité, niait la place des femmes dans ce département. J'aimerais que ce soit bien clair et qu'il n'y ait pas de malentendu à ce sujet. Il n'y en avait pas dans ma tête. Mais effectivement, si ce n'est pas bien retracé, on va regarder. Parler comme ça dans le compte-rendu. Ok, on va regarder. Et justement, de cette nature-là dans le compte-rendu. On va modifier et on te proposera la réécriture pour voir si ça correspond à l'esprit de ce qui avait été dit. Je vous en remercie. S'il n'y a pas d'autres questions sur le procès-verbal, je le soumets à votre approbation. Je vous propose que ceux qui sont contre appuient sur leurs mains. Que ceux qui s'abstiennent fassent la même chose. Et je salue l'arrivée de Stéphane de Cailleux. Margot. Margot, tu es arrivée aussi? Moi, je suis là aussi. Bonjour à tous. Bonjour Margot. Je suis arrivée aussi, Laurent. Ah d'accord, ok. Je vous coche. Donc Stéphane de Cailleux est là, Margot est arrivée. Stéphane Oussoulier, tu nous as rejoint? Tout à fait, oui. Désolé, j'ai un problème de connexion. Francis Lec, demande la parole. Il a baissé ça. Francis Lec a demandé la parole ou pas? Il a baissé ça. C'était pour vérifier la bonne marche de ma main levée. Merci. Merci
Marion. Vous n'avez plus de connexion, est-ce que vous aussi? Non, c'est bon. Donc, moi, ça a coupé. Ah, c'est la technique, il faut vous reconnecter si jamais vous déconnectez. En tout cas, vous êtes marqué présent. Si vous êtes pour partir, signalez-le. On puisse le marquer au procès verbal, bien évidemment. Qu'on évite les... Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Oui. Oui. C'est clair. Très bien. Parfait. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, donc il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote contraire, le procès verbal est adopté. Bien, mesdames, messieurs les vice-présidents, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, chers collègues et amis, aujourd'hui s'ouvre la session du budget supplémentaire 2020. Notre Assemblée est une nouvelle fois réunie en visioconférence dans le cadre d'un contexte sanitaire encore dégradé, symbole d'une crise profonde qui s'inscrit dans la durée. Alors que certains d'entre vous sont touchés directement par le virus, je leur souhaite bien entendu un prompt rétablissement. Et espère que cette situation appelle ceux qui ont un peu trop rapidement émis des critiques publiques sur notre gestion de la crise à l'humilité et à la raison. Je pense que ceux qui ont tenu ces propos se reconnaîtront. En effet, ce contexte doit nous rappeler chaque seconde le rôle et la responsabilité qui sont les nôtres. Notre responsabilité d'élus locaux pour apporter les bonnes réponses à nos concitoyens, pour leur donner confiance et espoir en un avenir toujours plus incertain, qui doit être la seule chose qui occupe notre esprit. Depuis des siècles, nos institutions françaises se distinguent par leur capacité à assurer leur continuité à travers les âges, à travers les personnes qui les servent. Depuis 230 ans, les départements ont survécu aux crises, aux guerres, aux évolutions institutionnelles, aux velléités de les supprimer. Notre devoir à tous au sein de cette Assemblée est d'assurer à notre tour la continuité de l'institution et du service public départemental en nous laissant gouverner le seul intérêt commun. À l'heure où les échéances politiques et les trajectoires individuelles peuvent susciter des interrogations, des émois, de l'agitation, voire, on le lisait encore dans la presse il y a quelques jours, des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, je vous invite à ne pas regarder le nombril de notre Assemblée, mais à lever le nez pour regarder le monde. Car le monde est en pleine mutation. Sidéré, secoué, blessé par une crise sanitaire qui s'installe dans la durée et provoque des réactions en chaîne qui atteignent chacun de nos concitoyens. L'économie mondiale, presque entière, est entrée en récession. Les carnets de commandes de certains secteurs sont vides, sans espoir d'amélioration à court terme. Les plans sociaux se succèdent partout, au sein même de notre département. Le changement climatique se traduit par des épisodes toujours plus intenses, aux conséquences dramatiques. Incendies gigantesques, en Australie en début d'année, aux États-Unis en ce moment, intempéries dans le sud-est ce week-end, épisodes de sécheresse qui menacent l'activité et la pérennité de nos agriculteurs. Chez nous comme ailleurs, les sociétés se fracturent, se déchirent, se laissent aveugler sur ce qui nous sépare plutôt que de retrouver autour de ce qui nous rassemble. La parole publique est depuis trop longtemps décrédibilisée, inaudible, incapable de recréer l'espoir et la confiance qui sont les seuls capables de faire le ciment de la société. Symbole de cette remise en cause de l'autorité et de la légitimité de nos institutions, les attaques et violences envers nos forces de l'ordre, nos services de santé et de secours et nos élus locaux n'ont jamais été si nombreuses. Notre modèle tout entier est remis en question. Nos certitudes tombent sans que se dessine encore, de manière certaine, notre chemin vers demain. Face à cette crise majeure, globale, profonde, à la fois sanitaire, économique, politique et sociale, que faire? Comment accepter ce qui s'impose à nous et accompagner les transformations pour que cette crise laisse place à une situation sereine et porteuse d'espoir? Étymologiquement, le mot crise vient du grec krisis, qui signifie solution. Ce retour aux sources étymologiques de ce terme tant utilisé nous guide vers ce qui doit être notre réaction. Trouver des solutions, prendre des décisions,
être dans l'action, ne pas subir, mais agir. Passer les effets de sidération et réaction d'urgence, c'est une action cohérente et concertée qui doit s'organiser pour être la plus efficace possible. Dans un pays marqué par un paysage institutionnel complexe comme le nôtre, la juste place de chaque acteur est fondamentale pour apporter les réponses adéquates aux besoins du terrain. Il y a quelques semaines, lorsque nous étions retrouvés pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, nous partagions l'espoir d'un nouvel équilibre institutionnel, tant les collectivités apparaissent légitimées, renforcées, tant leur action et leur présence au cœur de la tempête tranchait avec les errements de certains services de l'État. L'État lui-même a nourri cet espoir en affirmant sans relâche sa volonté de changer de grille, en promettant de donner davantage de pouvoir d'action aux collectivités. À peine quelques semaines plus tard, hélas, cet espoir est déjà déçu. Les actes ont déjà démenti un discours qui perdure mais ne convainc plus personne. La réaction de sous-préfet chargé du plan de relance trahit de manière cruelle le manque de confiance de l'État central pour les échelons déconcentrés et décentralisés. L'absence totale de toute représentation des élus locaux autour de la table du Ségur, de la santé, alors que ce sont les populations des territoires ruraux qui souffrent le plus des difficultés d'accès aux soins, relève le mépris dont les collectivités sont victimes et, au-delà, montre derrière le discours que les intentions n'ont pas changé. L'État devait nous donner les clés. Au lieu de cela, il nous enferme à double tour. Notre autonomie budgétaire et fiscale n'a jamais été aussi faible. Alors que nous avons, comme bien d'autres départements, investi massivement pour relancer l'économie locale et venir en aide aux plus fragiles. Alors que la crise commence à produire ses effets sur les dépenses sociales, avec notamment une augmentation de 6 millions d'euros de l'allocation du revenu de solidarité active pour notre département. Pendant que nous devons réajuster nos prévisions de recettes à la baisse pour plus de 17 millions d'euros, rien que sur cet exercice budgétaire 2020. L'État ne nous propose comme soutien, en tout et pour tout, que des avances de DMTO qui ne changent absolument rien à notre équilibre budgétaire. Pire, il persiste à vouloir récolter les lauriers de cadeaux achetés avec l'argent des autres. Le qui décide paie est encore très loin de nos réalités. L'extension de la prestation de compensation du handicap, annoncée en plein cœur de la crise, ou l'augmentation de la prime de feu, ne sont que deux exemples de mesures dont la pertinence ne peut être contestée, mais qui ont été décidées unilatéralement, sans aucun souci de leur soutenabilité budgétaire pour les départements qui auront à les mettre en œuvre. Au-delà de ces mesures, le plan de relance annoncé par l'État et les perspectives qui se dessinent au niveau national pour les prochains mois posent plus de questions qu'il n'apporte de réponses, particulièrement sur le volet social. Ce qui ne manque pas d'interroger à un moment où de nombreux de nos concitoyens sont laissés dans le désarroi. La situation des personnes âgées touchées par la maladie, laissées encore aujourd'hui dans un isolement inacceptable, émeut notre pays entier depuis le début de la crise sanitaire. Pourtant, les réponses n'arrivent pas. Cela fait aujourd'hui 2 ans que la ministre des Solidarités et de la Santé lançait la concertation Grand Âge. 2 ans. Après d'innombrables annonces, après d'incalculables reports, il a fallu que 70 députés écrivent au Premier ministre pour que le président de la République s'engage à inscrire dans la future loi Grand Âge au calendrier parlementaire du début de l'année prochaine. Pour faire patienter, l'État annonce un LAROC de l'autonomie, énième concertation sur le sujet pour masquer le report au calendrier grec des réformes de fond. De la même manière, la réforme qui devait donner naissance au revenu universel d'activité est perdue de vue. La lutte contre la pauvreté a disparu des portefeuilles ministériels. Pour les personnes en situation de handicap, la mesure phare de l'État consiste à mettre en place non pas des solutions de prise en charge et d'inclusion, mais un nouveau numéro vert, soi-disant unique, qui reposera encore une fois sur les moyens des acteurs de terrain. Pour l'ensemble des personnes en perte d'autonomie, une 5e branche de l'assurance maladie est créée sans gouvernance ni moyens, alors que la CNSA estime les besoins à un minimum de 9 milliards d'euros annuels. Le report du remboursement de la dette sociale de 2024 à 2033 ne peut que nous inquiéter sur la soutenabilité des réformes engagées.
Il est grand temps d'engager une réelle refonte de notre modèle social et nous devons persister à montrer avec détermination que les collectivités y prendront toute leur part. Nous pouvons être fiers de l'action du département pendant cette crise. Ce budget supplémentaire en témoigne. La question budgétaire, la gestion budgétaire responsable et rigoureuse qui a été la nôtre pendant 5 ans nous a permis d'adopter au mois de juin un plan de relance ambitieux, de 50 millions d'euros pour renforcer les solidarités sociales et territoriales. Il trouve aujourd'hui sa concrétisation dans le cadre du budget supplémentaire. Depuis le mois de juin, nous avons pu venir en aide à des milliers de personnes fragiles, de familles, de professionnels, de structures en difficulté, d'acteurs du monde économique, culturel, touristique ou sportif. Plus de 10 000 professionnels des établissements et services médico-sociaux ont bénéficié de primes et de cartes prépayées Sortir ici en somme. Nous avons reconstitué des stocks de masques pour continuer à en distribuer près de 150 000 par semaine à l'ensemble de nos structures. Des dizaines d'acteurs touchés par la crise ont déjà bénéficié des fonds d'aide exceptionnels ouverts aux différentes professions et ces aides se poursuivent. Près de 500 familles ont touché une aide à l'acquisition de vélos électriques. Grâce à ce budget supplémentaire, nous pourrons investir pour développer l'attractivité de notre territoire, aller plus loin dans l'acquisition et l'entretien des espaces naturels sensibles, augmenter notre soutien aux investissements des communes et communautés de communes. Et tout cela, nous le réalisons dans le cadre d'une feuille de route de long terme, construite de manière pluriannuelle, en conservant des marges budgétaires qui nous permettront de surmonter les prochaines années, dont nous savons combien elles seront difficiles. Nous aurons relevé le défi d'une relance soutenable et durable. Je tiens également à souligner la volonté d'innover, d'inventer de nouveaux modèles et de nouvelles solutions, qui prendra corps dans le cadre de cette session. La relance du budget participatif, l'adoption d'une large et ambitieuse stratégie prévention et protection de l'enfance, la concrétisation du service public de l'insertion, ou l'extension de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté à de nouveaux partenaires témoignent de notre volonté de construire des solutions de demain avec l'ensemble des acteurs de notre territoire, des habitants aux partenaires institutionnels, en passant par les associations. Pour l'ensemble de ces actions, je souhaite remercier chaleureusement les services et les partenaires qui se sont mobilisés depuis plusieurs mois, dans des conditions souvent difficiles, avec efficacité et détermination. Notre laboratoire départemental d'analyse, qui réalise depuis le mois de mai pour la première fois des analyses de biologie humaine pour la Covid dans des volumes et des délais qui impressionnent les acteurs traditionnels de santé. Nos travailleurs sociaux, assistantes sociales, éducateurs, médecins, infirmières, qui continuent à intervenir au plus près des personnes fragiles et ont rivalisé d'inventivité pour leur offrir des moments d'évasion, comme lors des séjours des enfants de l'aide sociale à l'enfance à Saint-Riquier et Saint-Marin. Nos agents des collèges, qui travaillent depuis la rentrée au plus près des publics les plus touchés par la maladie. Nos agents des infrastructures, toujours mobilisés sur le terrain pour la qualité de nos équipements. Tous les agents administratifs, des services informatiques, des ressources humaines, des finances, de la commande publique, qui ont permis de mettre en place l'ensemble des dispositifs issus du plan de relance dans des délais records et ont su trouver les bonnes portes d'entrée dans notre univers administratif complexe. À tous, j'adresse solennellement au nom de l'Assemblée mes plus vifs remerciements. Vous le voyez, mes chers collègues, au milieu des tempêtes, des crises, des incertitudes, le département est là. Il est là et sera là pour refuser la résignation, tracer un chemin, redonner de la confiance en l'avenir. Ce chemin, il passe par le développement de nos atouts. Nous sommes forts de nos habitants, des professionnels de terrain, de tout secteur, qui agissent avec courage au quotidien, de notre tissu partenarial, de nos traditions, de nos paysages et espaces naturels remarquables, de notre ruralité, autrefois tant décriée, parfois même moquée, qui fait aujourd'hui figure de refuge. Ensemble, sachons faire fructifier ces richesses
Agissons encore et toujours avec une immarcessible détermination pour laisser aux générations futures une somme forte, moderne, dynamique, attractive, un environnement de vie épanouissant et la perspective d'un avenir porteur d'espoir pour chacun de nos concitoyens. Merci de votre attention. Je vais prendre, si vous le voulez bien, après qu'il se soit manifesté en levant la main, celles et ceux qui souhaitent prendre la parole. Oui. J'ai vu, Francis, tu peux baisser la main. Madame Leprel, on a vu, si vous avez appuyé sur le bon bouton, on vous voit. J'ai Madame Leprel, Madame Vibo, Monsieur Lec, Madame Damis. Jean-Claude Renaud aussi. Jean-Claude, c'est bon. Isabelle Devadier. Voilà. Il n'y en a pas d'autres? Et là, Madame Marchand. En principe, c'est les présidents de groupe de préférence, Nathalie. Hein. Oui. Oui. Nathalie? Pas de problème, Président. Pas de problème. Désolée. Merci. Donc, je donne la parole à Madame Leprel. Merci, Monsieur le Président. Et tout d'abord, félicitations pour votre élection et félicitations également aux autres sénateurs élus, dont le sénateur socialiste Rémi Cardon, qui sera le plus jeune sénateur élu de France, je crois, élu avec les voix de la gauche socialiste, communiste et des écologistes. Voilà. Merci beaucoup. De rien. 40%. 40%, c'est le premier chiffre du jour que tout le monde devrait avoir en tête. 40%, c'est la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et 2030, c'est demain. Ce n'est même pas dans 2 mandats, c'est le prochain mandat. Le prochain mandat aura la responsabilité d'infléchir la courbe de nos émissions de gaz à effet de serre. Le prochain mandat aura... excusez-moi. C'est pourquoi, dès maintenant, l'écologie doit irriguer toutes les décisions politiques. Nous vivons déjà les conséquences désastreuses du changement climatique, de la perte de la biodiversité à la pollution. La Somme n'est pas épargnée. Il y a des engagements que l'on doit mettre en place rapidement. Protéger les zones humides, amplifier la pratique du vélo, favoriser le covoiturage, isoler les logements, augmenter la part des produits locaux et bio dans les cantines, réduire le nombre de poids lourds émetteurs de gaz à effet de serre et surtout accompagner les collégiens, les habitants et les élus. Pour défendre une transition écologique systémique et globale sur notre territoire, nous avons choisi d'adhérer à Génération Écologie. Dirigée par Delphine Batho depuis 2018, Génération Écologie porte au niveau national ce que nous défendons au niveau local. Avec Blandine Denis et moi-même, notre groupe au département se nomme désormais Groupe Génération Écologie. 165 millions, c'est le deuxième chiffre du jour. 165 millions d'euros d'excédent de fonctionnement en 2020. 145 millions. Juste demander à Francis s'il peut éteindre son micro. Oui, c'est vrai, c'est fini. Parce que et tous ceux qui ont leur micro allumé, de les éteindre, c'est infernal l'écho qu'on peut avoir. Dolores, tu as aussi ton micro qui doit être allumé. Merci. Je salue Marilyn Ducrot qui vient de nous rejoindre. Vas-y. Et qui doit éteindre son micro. Bonjour, félicitations pour le poste et bonjour à tout le monde. Merci. Est-ce que tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Merci. Oui. Vas-y, Marion. Donc, je disais, 165 millions, c'est le deuxième chiffre du jour. 165 millions d'euros d'excédent de fonctionnement en 2019. 145 millions d'euros d'excédent de fonctionnement en 2020, 165 millions. 145 millions en 2019. 105 millions en 2018, 91 millions en 2017, 61 millions en 2016, 69 en 2015,
les excédents de fonctionnement ont quasi triplé. Quant aux dépenses imprévues, elles aussi ont quadruplé. 2019, 37 millions de dépenses imprévues. 2018, 34 millions de dépenses imprévues. 2017, 22 millions. 2016, 26 millions. C'est un peu mieux que 2017. 2015, 11 millions. En 2020, nous restons heureusement au record du mandat, soit 37 millions de dépenses imprévues. La situation financière du département est excellente, à tel point que celui-ci n'est pas éligible au fonds de soutien de l'État au titre des allocations individuelles de solidarité, puisqu'il affiche un taux d'épargne supérieur à 12%. Il ne lui est même plus nécessaire d'emprunter puisque des réserves considérables peuvent être utilisées. Nous pensons donc que l'ensemble du plan de relance est nettement insuffisant au regard des enjeux socio-écologiques. Des investissements ambitieux pour la transition écologique pourraient être lancés dès maintenant. Avec les taux d'intérêt actuels toujours très bas, une bonne trésorerie et un faible nombre d'emprunts, le département peut dès aujourd'hui investir dans la transition écologique en investissant massivement dans la rénovation des collèges, par exemple. Ce budget supplémentaire sera le dernier de la mandature. Cette mandature aura été synonyme d'austérité budgétaire vis-à-vis des Samariennes et des Samariens et n'aura pas répondu aux enjeux actuels du territoire et aux défis climatiques. Cette gestion plus que rigoureuse s'est faite au détriment de la population et des salariés du département en supprimant des crédits ou des postes dans tous les domaines du département qui relèvent de la solidarité, du logement ou de l'environnement. Alors que le département a un rôle majeur à jouer dans les politiques publiques de solidarité et de transition écologique, le budget supplémentaire comme les premières mesures du plan de relance ne sont pas à la hauteur des enjeux. Le département manque d'ambition. L'action publique conduite par le département doit déboucher sur une société plus solidaire où il fait bon vivre et le conseil départemental peut actionner de nombreux leviers de transition écologique. Il faut reconquérir la biodiversité et diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour réduire l'élévation de la température. Voici quelques exemples de ce que le département pourrait faire avec les réserves accumulées et l'emprunt auquel il n'a pas recours alors que les taux sont très bas. Vous pourriez soutenir le développement de structures d'accueil du jeune enfant en aidant à leur fonctionnement. Vous écrivez dans le contrat départemental de prévention et protection de l'enfance que, je cite, « les inégalités sociales et de santé se creusent dès la petite enfance ». Vous avez raison et nous en sommes convaincus. Mais pourquoi avez-vous supprimé l'aide aux crèches? Pourquoi n'encouragez-vous pas le développement de crèches? Certes, vous aidez les communes à investir dans les crèches, mais pas au fonctionnement. Par conséquent, les communes hésitent à se lancer dans des projets dont elles ne maîtrisent pas la charge sur le long terme. Pourtant, ces structures facilitent la socialisation des jeunes enfants et favorisent une meilleure insertion en maternelle. Elles assurent la mixité sociale et bénéficient de personnel encadrant qualifié en nombre suffisant pour permettre justement le repérage des difficultés sociales et de santé. Enfin, elles restent le mode de garde le moins cher pour les familles les plus défavorisées puisque les tarifs sont en fonction des revenus du foyer. Vous pourriez aider davantage les jeunes en mettant en place un revenu universel pour les 18-25 ans, grands oubliés de la crise sanitaire et économique, notamment ceux issus de l'aide sociale à l'enfance. Entre 18 et 25 ans, exclus des minima sociaux, beaucoup de jeunes se retrouvent sans ressources. Nous proposons qu'ils deviennent les premiers bénéficiaires d'un revenu universel. Vous pourriez développer les maisons de retraite qui allient petits logements et services aux personnes âgées sur tout le territoire de la Somme. Vous pourriez aider davantage nos aînés les plus touchés par la crise sanitaire et marqués par de fortes disparités sociales en favorisant leur autonomie, les lieux d'échange intergénérationnels et l'accompagnement à l'accès à Internet. Vous pourriez accompagner toute personne porteuse d'un handicap avec des solutions adaptées pour qu'elle trouve une place dans la Somme. Vous pourriez lancer un grand plan de rénovation énergétique des logements, reprendre la délégation d'aide à la pierre et travailler avec l'État à l'amélioration de la qualité de l'habitat en consacrant un budget conséquent à la rénovation énergétique des logements.
La rénovation énergétique permettrait de créer de nouveaux emplois non délocalisables dans le secteur du bâtiment, mais aussi de lutter contre la précarité énergétique en ciblant en priorité les logements très énergivores. Les factures énergétiques continuent à peser sur les budgets des ménages les plus modestes. Vous pourriez soutenir davantage l'agriculture biologique et les circuits courts. Le département doit soutenir davantage la reconversion des agriculteurs vers l'agriculture biologique. La demande est importante, mais la production locale est insuffisante. Il faut que le budget du département consacré au développement agricole serve à la reconversion des agriculteurs et non au canal Seine-Nord-Europe. Dans le domaine agricole toujours, vous pourriez soutenir de nouvelles filières autour des matières textiles innovantes utilisées pour l'habillement ou autour de la production d'isolants naturels ou encore de cosmétiques biologiques pour créer de nouveaux emplois locaux. Vous pourriez développer les espaces naturels sensibles en utilisant la taxe d'aménagement à l'achat de nouveaux espaces naturels sensibles et même si une rallonge d'1 million pour 2 ans est prévue dans le plan de relance, le budget actuel est bien insuffisant. Vous pourriez promouvoir l'usage du vélo et des mobilités douces. La prime de 25% du prix d'achat d'un vélo à assistance électrique, on l'a dit, devrait également s'appliquer à l'achat de tout type de vélo. Au cours de la session, nous proposerons un amendement dans ce sens. De même, la location de vélos doit être soutenue et renforcée. Et en outre, le schéma cyclable doit être appliqué rapidement en développant en priorité les pistes cyclables sécurisées. Vous pourriez aider à la réussite des jeunes en rénovant les bâtiments des collèges. Vous pourriez développer un parcours d'éducation à l'environnement pour les collégiens afin qu'ils sachent ce qu'implique le changement climatique et qu'ils connaissent le patrimoine naturel local à préserver. Vous pourriez augmenter les crédits de fonctionnement pour la préservation de la ressource en eau ou pour les opérations d'animation pour la maîtrise de l'énergie et l'amélioration de la qualité de l'air. Vous pourriez augmenter le montant du budget participatif et créer une convention citoyenne locale pour le climat. Vous pourriez soutenir le développement des énergies renouvelables. Compte tenu des réserves accumulées, vous pourriez relever le défi de la transition énergétique, mais vous préférez thésauriser pour les générations futures. Ce n'est pas notre choix politique. Les investissements sont pourtant les emplois de demain. Pour finir, au cours de la session, nous vous proposons également 3 vœux avec nos collègues du groupe Génération Neuf et du groupe Somme à gauche. L'un porte sur les néonicotinoïdes, car il serait inconcevable de revenir sur la loi biodiversité. Un autre vœu demande un moratoire sur la 5G en attendant le résultat d'études sanitaires notamment. Et le 3e vœu porte sur la mise en place d'études visant la création de trams noirs dans les principales villes du département, c'est-à-dire la création de corridors écologiques favorisant la vie nocturne des animaux. Je vous remercie. Merci Madame Leprel. La parole est à Madame Bibaud. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Nous sommes fin septembre 2020 dans le monde d'après. C'est confronté à une nouvelle menace, celle incarnée par un virus inconnu, à la dangerosité et aux conséquences encore floues que l'ensemble des Français ont subi un confinement quasi total. Une mise à l'arrêt de l'économie de tout le pays, faute d'anticipation, faute de masques, faute de lits et de personnel suffisant dans les hôpitaux. Comme le résume MacArthur, une défaite se résume en 2 mots. Trop tard. Il faut rappeler ici que la nation a fait corps et nous de même, en tant qu'élus départementaux, nous avons été solidaires de l'action d'urgence du département. Des pompiers en passant par les aides-soignantes, des agents d'entretien, des hôpitaux aux infirmières, des médecins aux anesthésistes, des agents de sécurité aux bénévoles. Le dévouement et la mobilisation ont été exemplaires. Leur sens du bien commun, leur implication de chaque instant, leur humanité et leur sacrifice nous obligent. Plusieurs rapports dans ce budget supplémentaire sont consacrés à la lutte contre la crise sanitaire ou à ses effets économiques et sociaux. Évidemment, sur un tel sujet, il n'y a pas de place pour mégoter. Et encore une fois, nous allons montrer notre totale solidarité sur ce sujet et nous voterons l'ensemble des dispositions qui concernent directement la crise sanitaire et ses effets.
Nous citons les achats d'urgence de masques, d'équipements ou de gel, par exemple, pour les collèges, les achats récents de tests PCR. Il en est de même pour le fonds d'urgence spécial Covid, le fonds d'urgence exceptionnel à caractère social en faveur des acteurs du tourisme, du sport, de la culture, les primes à destination des agents dont les assistants familiaux mobilisés en pleine crise sanitaire. Le pic de la crise sanitaire passée, chacun évidemment en fonction de ses valeurs, de sa conception du monde, en fonction de sa sensibilité, chacun a formulé des vœux pour un jour d'après meilleur. Mais le jour d'après, sera-t-il meilleur, pareil ou pire? Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, contemplons ce jour d'après que nous avons tous appelé de nos vœux. De nombreuses entreprises sont déjà en grande difficulté et nous craignons tous un chômage de masse. Les prévisions économiques sont plus qu'alarmantes. La deuxième vague sera-t-elle surtout économique et sociale? En tout état de cause, elle est déjà dans tous les esprits. À ce titre, nous tenons à manifester toute notre solidarité pour les commerçants touchés par les fermetures récentes, totales, ou la restriction horaire majeure des bars et des restaurants. Une telle mesure risque de tuer l'économie et de plonger dans une grande difficulté des milliers de chefs d'entreprise et de salariés. Notre présidente Marine Le Pen déclare que c'est rajouter de la détresse économique et sociale à la détresse sanitaire. Cela risque surtout d'achever des petites entreprises dont les trésoreries sont déjà exsangues. Plutôt que de sanctionner des entreprises qui ont tout mis en place pour respecter les normes sanitaires, protégeons mieux les populations par le port de masques, l'importation de tests et de matériel, faute malheureusement de production nationale. Et c'est dans ce cadre que nous vous avions soumis un vœu demandant la gratuité des masques. Et évidemment, nous regrettons que personne n'ait accepté de co-signer ce vœu, malgré le coût que les achats de masques représentent pour les familles les plus modestes. Vous vous rangez ainsi derrière le Premier ministre, Jean Castex, qui expliquait que cela aboutirait à payer des masques à des familles qui n'en ont pas besoin. Mais la crise sanitaire n'est pas la seule responsable des difficultés économiques dont souffre notre pays. Bridgestone en est le nouvel exemple. Et c'est aussi un véritable scandale que notre groupe à la région, mené par Philippe Emery, dénonce. 863 emplois sont directement menacés, 1300 en y incluant les sous-traitants. C'est un véritable coup de massue qui s'abat sur le Béthunois et au-delà sur notre région. 2 vœux ont été déposés sur ce sujet au sein de ce budget supplémentaire. Ce nouvel épisode de la désindustrialisation qui affecte notre pays est certes violent et brutal, mais au fond, pas vraiment étonnant. Cela fait des années que la direction de Bridgestone a organisé une concurrence entre ces différents sites de production, au détriment du site de Béthune, passé en quelques années de plus de 2000 salariés à moins de 900 aujourd'hui. Cette fermeture présente des caractéristiques similaires à la délocalisation de Whirlpool Amiens en 2017 et à Cargill à Aubourdin en 2020. À nos yeux, rien ne peut justifier cette fermeture de la part d'un groupe bénéficiaire au niveau mondial ayant profité de près de 2 millions d'euros d'argent public au titre du CICE. L'État doit jouer un rôle stratège et ne plus être le spectateur passif et faussement indigné de la désindustrialisation de la France. Désindustrialisation facilitée et encouragée par l'Union européenne que vous défendez à Bruxelles. De vraies décisions protectionnistes doivent être prises pour sauvegarder l'industrie nationale et ses emplois, pour qu'enfin la France cesse d'être le dindon de la mondialisation. Nous voterons nous aussi pour la transparence des fonds publics attribués aux entreprises de notre territoire. Nous voterons ces vœux afin de marquer notre solidarité avec nos élus à la région et pour marquer notre total soutien aux familles touchées par cette terrible décision.
Au-delà de cette violence économique et sociale, nous avons également cet été assisté à une explosion de la violence gratuite, celle qui tue. Et nous ne pouvons être que scandalisés quand on entend parler d'incivilité pour décrire des crimes odieux. L'incivilité étant par définition une attitude qui manque de politesse et de courtoisie. Le ministre de l'Intérieur, LREM, Gérald Darmanin, fait enfin le lien entre immigration, demande d'asile et insécurité. Il a passé une étape. Espérons maintenant qu'il passe aux actes. Osera-t-il mettre en place une vraie politique d'immigration afin d'amener plus d'oxygène, plus de marge de manœuvre dans les finances du département de France? Ce fameux monde d'après est pour l'instant surtout marqué par la peur du virus, les annonces de plans sociaux et de fermeture d'entreprises, mais aussi par la longue liste des actes d'une violence devenue quotidienne, signe de la barbarie qui nous menace. Et c'est au travers des réseaux sociaux et de l'actualité très récente que la délinquance des MNA n'est pas un tabou. Les maires du sud de l'Oise sont excédés par les faits de délinquance provenant de mineurs isolés. Et non, Monsieur Moretti, nous ne sommes pas dans le fantasme, mais dans la vraie vie, celle que subissent quotidiennement nos concitoyens. La violence des MNA représente jusqu'à 40% de la délinquance dans certains départements, 60% à Paris. Le terroriste arrêté avant-hier devant les anciens locaux de Charlie Hebdo est aussi un MNA. Et pourtant, la France accueille pour la seule année 2020 près de 40 000 migrants, dont la moitié sera totalement prise en charge par les départements, contre 4 000 en 2014. Amiens n'échappe pas à cette violence. Mais que vous faut-il pour que vous ouvriez tous enfin les yeux? Le maire de Pont-Sainte-Maxence, le LR, Arnaud Dumontier, qui a des mots très durs pour les MNA, délinquants, semble oublier que ses copains, à la tête de départements voisins, financent cette immigration. Et c'est dans ce contexte que votre budget supplémentaire démontre encore une fois à quel point l'ASE est bel et bien détournée de sa fonction première, celle de protéger des enfants malmenés par la vie, au profit d'une immigration incontrôlée. Que voyons-nous dans vos chiffres? D'une part, l'accueil des 265 MNA actuellement pris en charge par le département à un coût de 50 000 € par an et par personne, soit près de 15 millions par an. Et vous savez que la participation de l'État reste ridicule. L'ASE est bien dévoyée de sa mission. Nous le disons chaque année et nous continuerons de le dénoncer. Alors pudiquement, vos rapports évoquent un système d'accueil diversifié. Mais il y a aussi dans vos rapports des frais indirects, comme le personnel référent embauché en insertion dédié aux MNA et dont la mission consiste à les informer sur leurs droits. Très bien. Mais à côté de cela, combien d'hommes et de femmes se sentent abandonnés dans les campagnes, dans les EHPAD? Combien de jeunes Samariens galèrent à trouver une formation ou un emploi et désespèrent à chaque rendez-vous avec Pôle emploi? Nous pourrions naïvement s'arrêter, croire que tout cela s'arrête une fois les MNA arrivés à majorité. Et je ne vous parle même pas des fraudes sur l'âge puisque ce sujet a déjà été débattu. Mais vous allez plus loin car c'est au nom, cette fois-ci, de la lutte contre la pauvreté que les ex-MNA devenus majeurs, actuellement au nombre de 170 selon vos rapports, se retrouvent pris en charge encore une fois par le département qui finance les logements et des formations au titre du contrat jeune majeur. Alors vous payez les yeux fermés. Et nous pensons et nous disons que trop, c'est trop et arrêtons de financer l'immigration clandestine. C'est un appel d'air sans fin. Et le département se retrouve alors incapable de mener une politique sociale cohérente et ambitieuse. Et ce n'est pas raciste que de dire cela. La poursuite de la politique d'immigration massive nourrit bien évidemment cette insécurité. Et bien sûr, la plupart des immigrés aiment la France et la respectent et ne participent pas à cette dégradation sécuritaire. Habitant souvent des quartiers devenus des zones de non-droit, ils en sont souvent eux-mêmes les grandes victimes. Nous leur devons, comme nous le devons à l'ensemble des citoyens, protection, soutien, quelles que soient leurs origines, religions et couleurs de peau. Encore une fois, je le répète,
Ce n'est pas raciste que de dire cela. Et je fais ici référence à ce qui s'est passé fin juin. Car aux yeux de la gauche radicale, le blanc qui s'oppose à l'immigration massive et à la délinquance est forcément raciste. La preuve en est qu'il a tout simplement fallu que j'évoque les origines de ma famille pour que les insultes s'effondrent comme un château de cartes. Or, je ne fais que défendre les idées qui me paraissent être justes, appuyées par des chiffres. Et j'estime que les idées de mes adversaires politiques sont nuisibles à mon pays, et je le dis chaque fois, sans jamais insulter qui que ce soit. J'ai été élue pour porter ce message haut et fort. Et je regrette que la droite libérale n'ose clairement aborder ce sujet uniquement en période électorale. Talleyrand disait, il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité. Un point fondamental sur lequel nous sommes souvent tous d'accord, c'est bien la défense de la ruralité. C'est le localisme. Mais encore une fois, vous êtes trop timide sur ce sujet. Et vous devez aller plus loin, comme je l'ai déjà affirmé. L'ensemble des formations politiques déclarent vouloir aujourd'hui revenir à une économie productive de proximité. Et tout le monde l'appelle de ses voeux. Tous les élus locaux découvrent soudainement le localisme, alors qu'ils ont défendu la mondialisation et l'ultralibéralisme. Il va bien falloir choisir à un moment donné. Et je vous le rappelle, vous tenez un discours dans les territoires qui est à l'opposé de ce que votent vos députés européens qui sont en faveur de plus d'Europe. Députés qui ont encore voté cet été un traité de libre-échange avec le Vietnam. Jamais nos idées ne se sont imposées à ce point dans le débat, que ce soit en matière d'insécurité, d'immigration, de localisme ou de patriotisme économique. C'est le modèle économique en vigueur qu'il faut faire évoluer vers la priorité donnée aux circuits courts et à la production locale, vers un protectionnisme intelligent, régulé par un État stratège. Quand les élus du Front National, puis du Rassemblement National parlaient de localisme, la réaction des élites et des médias était la même. On ne peut pas s'opposer à la mondialisation, aller dans le sens de l'histoire. Mais cette épreuve du coronavirus sonne le glas du mythe de la mondialisation heureuse et du nouveau monde. Et nous assistons au retour du carré magique de la survie, frontières, souveraineté, localisme, famille. D'ailleurs, le cluster n'est-il pas une frontière destinée à protéger les populations? Et ce qui fait notre force, c'est que nous avons raison depuis 30 ans. Les diagnostics étaient les mêmes qu'aujourd'hui et nos solutions sont récupérées par l'ensemble de la classe politique. Parmi les mesures proposées au vote dans votre budget supplémentaire et que nous allons voter figurent des ajustements évidemment à destination des personnes âgées. Cela aurait dû être la grande priorité de votre mandat. Évidemment, nous validons le versement d'une prime à destination du personnel des EHPAD et nous soulignons la prise en compte du stress généré par la crise sur les résidents, le personnel et leurs familles. Mais quid des postes supplémentaires dans les EHPAD, des moyens supplémentaires pour les associations que nous réclamons régulièrement? Face au confinement, il est indispensable de faire rentrer la culture dans les EHPAD et de les équiper davantage en moyens de communication afin de les aider à faire face à l'isolement et aux effets cruels du confinement. Quand vous évoquez un dispositif d'amélioration des conditions de vie des personnes âgées et handicapées, il s'agit surtout d'une avancée technologique avec le système du flashcode. Enfin, je parlerai des territoires, car parler des territoires, c'est aussi parler des femmes et des hommes, de proximité, de services publics, de ruralité. Mais n'oublions pas que le territoire est également lié à la notion de pouvoir et d'identité. On s'approprie son territoire, car on s'y identifie au travers de nos racines. Identité, culture et territoire sont intrinsèquement liés. Et c'est une vraie fierté d'avoir pu ainsi assister au lancement de la souscription du projet de restauration de l'église La Neuville de Corbie. Ce projet est essentiellement financé par l'État et la région. Et soyons fiers que ce projet ait été sélectionné également par la mission Stéphane Bern. Je tiens chaleureusement à remercier les services du département qui œuvrent également pour ce très beau projet. Évoquer le territoire, c'est donc parler d'identité.
Et l'identité de la Somme est forcément liée à la chasse. Vous avez déposé un vœu dénonçant le RIP, une peau de banane jetée par LREM pour mettre en difficulté encore une fois les LR. Mais vous en êtes presque comique, car quand une question vous gêne, vous demandez à ce qu'on change la question. Cependant, je vous donne raison sur un point, c'est bien une peau de banane, car la chasse transcende les opinions politiques, surtout dans la Somme. C'est un loisir qui a le mérite de rassembler dans les bois, dans les plaines, des passionnés issus de toutes les catégories sociales qui se regroupent, se mélangent. Et ce RIP, lui, mélange tout. Il sous-entend que si vous êtes pour la chasse, vous êtes forcément, systématiquement pour la corrida, pour toutes les chasses, pour l'expérimentation animale, pour la captivité des félins dans le cirque. Oui, je vous rejoins, c'est du grand n'importe quoi. Oui, c'est un sujet volontairement clivant. La plupart des parlementaires qui ont signé appartiennent à LREM et sont des citadins. Mais nous voterons cependant contre votre vœu, car on n'annule pas un principe démocratique pour la seule raison que la question posée vous dérange. Nous sommes au Rassemblement national bien trop attachés au principe de référendum et par ce vœu, vous tombez dans le piège tendu par LREM. C'est également au nom de l'aménagement du territoire que nous allons vous poser deux questions. L'une concerne encore une fois... Respecté dans le cadre de cette réunion. La deuxième précision que je veux donner, c'est que j'ai adressé et remis au directeur de l'historial de Péronne une note lui rappelant que, du point de vue de la disposition des locaux, il y avait à respecter les gestes sanitaires, ce qu'il a fait. Et l'historial de Péronne a parfaitement fait son travail. La troisième précision que je voulais vous donner, c'est que le matin même de la séance, lorsque je me suis rendu personnellement avec les collaborateurs, j'ai passé mon temps d'ailleurs à enlever les blocs de notes qui avaient été mis à notre disposition aimablement par l'historial pour faire en sorte, ainsi que les stylos, pour faire en sorte que nous soyons séparés précisément d'1 mètre les uns les autres. Alors voilà, on ne prend jamais suffisamment de précautions, mais je tenais à apporter ces précisions qui sont ignorées de la plupart d'entre vous. Je comprends d'ailleurs en partie... Juste, s'il te plaît, là, vous précisez que j'ai oublié de vous le dire, la presse est présente, le cas échéant, ça c'est pour la petite information, mais qu'on a un problème de retransmission actuellement et que les services essayent de la remettre en place, la retransmission publique. Tu veux dire que je dois recommencer tout Non, on va s'abstenir. On t'a bien entendu, et la presse était présente, donc tu vois, il n'y a pas de souci. Ah, très bien. Je comprends votre irritation, M. le Président, car ce sont les 4 groupes de votre opposition qui étaient réunis ce jour-là et qui se sont exprimés d'ailleurs lors d'un point de presse où ils étaient 4 et un seul journaliste, eh bien, qui ont été une nouvelle fois unanimes pour vous dire que vous avez présenté à nos concitoyens un plan de rattrapage dont vous déclinez ici quelques aspects dans ce budget supplémentaire. Mais face à la crise économique et sociale et environnementale, vous avez tourné le dos à l'audace, au progrès et à l'avenir alors que nous venons déjà de perdre 6 années sous votre direction. Je voudrais également exprimer mon indignation par rapport aux propos qui viennent d'être tenus par le Front National et qui fera l'objet aussi des protestations de mes collègues concernant l'immigration et concernant la politique à l'égard du MNA. Je voudrais surtout indiquer que ce budget supplémentaire démontre que vous n'avez pas véritablement mobilisé les réserves financières considérables dont nous disposons. Et pourtant, nous avions la capacité financière d'agir pour toutes les populations en difficulté. Votre faute politique est de ne pas mettre au service de la population les réserves que vous avez thésaurisées depuis plusieurs années et conserver jalousement, voire fièrement, une cagnotte que vous montrez à chacun en disant « Vous voyez, j'ai géré en bon père de famille ». Tout cela appartient, Monsieur le Président, désormais à une gestion du XXe siècle.
Vous avez en réalité présenté un budget supplémentaire qui reflète un plan de relance de petits bras, alors que nous disposons de réserves financières très importantes. Oui, le plan de relance que vous présentez avec votre budget supplémentaire est un plan de relance que je qualifierais de petit bras. Il n'est vraiment pas à la hauteur des enjeux. Le département a accumulé des réserves financières colossales qui ne servent qu'à alimenter un compte de dépôt au Trésor non rémunéré. On l'a déjà rappelé, 118 millions d'euros fin 2018, 132 millions d'euros à fin 2019, plus 22% en une année. Comme vous le constatez, mes chers collègues, notre groupe dénonce encore auprès de toute la population de notre département la cagnotte du compte 515. J'espère que ce compte 515 sera évoqué par la presse, car il est absolument anormal et que toute la population doit effectivement en avoir connaissance. Il s'agit en réalité de disponibilités qui sont déposées sur un compte de trésor public. En d'autres termes, pour nos concitoyens, c'est du cash immédiatement disponible pour la collectivité, à l'instar du compte courant, dont nous disposons d'ailleurs dans notre banque. La somme peut changer d'immatriculation. La somme de notre département peut changer d'immatriculation. Ce n'est plus le 0,80, mais le 515. On pourrait l'appeler comme ça au niveau de l'immatriculation 515. Par ailleurs, vous maintenez une autre anomalie budgétaire en faisant figurer sur le compte dépenses imprévues près de 35 millions d'euros. À quoi servent nos impôts et nos dotations si elles ne sont pas affectées aux conditions de vie de nos concitoyens et au développement de notre département? Voilà ce que je devais rappeler alors que nos ratios financiers sont au vert. Vous continuez à appuyer sur la pédale du frein à la croissance et au développement de notre département. Il y a aussi la persistance d'une aberration politique au détriment de la relance. Ce cagnotage est une aberration sur le plan politique et dans le domaine de la gestion. Cette réserve aurait à minima dû être fortement sollicitée alors que le pays affronte sa pire crise économique et sanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Or, votre plan, non pas de relance, mais de rattrapage, ce sont 20 millions d'euros d'autorisation d'engagement en fonctionnement et 30 millions d'euros d'autorisation de programme pour les investissements, soit 50 millions d'euros, vous l'avez rappelé, au total, mais sur plusieurs années. En réalité, à court terme, c'est seulement 11,8 millions d'euros de crédits de paiement en fonctionnement et 5,8 millions d'euros en investissement qui sont engagés, soit l'équivalent de 2% des dépenses de fonctionnement inscrites au budget primitif 2020 et de 5% des dépenses d'investissement de ce même BP. En outre, vous parlez de plan de relance, alors que sur les 11,8 millions d'euros, Monsieur le Président, dans le domaine du fonctionnement, 6 millions d'euros, donc plus de la moitié, sont destinés au RSA, qui est une dépense obligatoire et s'imposer de toute façon au département. Au regard des réserves accumulées par le département et qui ne sont donc d'aucune utilité dans ce budget supplémentaire, cela est désespérant pour tous les acteurs de la Somme, les populations, les collectivités locales et l'entreprise. C'est enfin un budget supplémentaire qui est le cousin du budget primitif, en risque d'insincérité. Le département désinscrit 14,5 millions d'euros de recettes DMTO dans le cadre de ce budget supplémentaire, soit 23% des DMTO perçus en 2019, qui étaient de 63 millions d'euros. Il serait essentiel que vous précisiez la baisse des DMTO au 1er octobre de cette année, car il est probable que la baisse imputée dans ce BS soit d'ores et déjà surestimée, sachant que vous aviez inscrit 57,7 millions d'euros au budget primitif 2020. Vous continuez votre politique de sous-estimation des recettes. Des réserves, par conséquent, financières, conséquentes, inutilisées
au détriment de la protection sociale et du développement départemental. Ces réserves, et certains collègues l'ont rappelé, ces réserves financières croissantes démontrent qu'en matière de fonctionnement, vous avez stoppé le développement des services de proximité. Vous avez vidé de toute pertinence la politique de la ville, asphyxiant de cette manière la vie associative dans les quartiers populaires. Vous avez songé seulement, après 6 ans d'oubli et de restrictions, à recruter quelques éducateurs, oubliant également le monde rural qui a grand besoin, lui aussi, de ces éducateurs dans certains secteurs. En réalité, vous aviez la possibilité financière, comme nous le réclamions, d'accélérer la rénovation de certains de nos collèges. Et ce n'est qu'après les élections départementales que la commission de l'oubli sur la sectorisation fera connaître ses préconisations, tentant de cette façon de faire oublier qu'en réalité, vous avez été le président qui voulait rayer de notre département 3 de nos collèges. Vous aviez encore, avec les moyens financiers dont vous disposez, la capacité de mettre en chantier une grande politique de mise en valeur et de défense de notre environnement. Cela vient d'être démontré excellemment par nos collègues de Génération Écologie. Avec les moyens financiers dont vous disposez, vous aviez la capacité de dynamiser le monde associatif, qui s'épuise dans les appels à projets que vous lancez. Elles n'en peuvent plus, ces associations, et pour la plupart sont incapables de vous répondre, faute de moyens pour instruire les appels à projets et les mettre en œuvre. Enfin, et cela est très important, faute de prospection et d'avenir, les investissements ont été sacrifiés. Alors que le pays et notre département subissent une crise sans précédent, vous avez décidé d'abandonner la barre alors que vous deviez engager massivement des investissements pour lutter contre le chômage. Par votre imprévision, le département de la Somme est en effet parmi les derniers en matière d'investissement. Les chiffres et le tableau que je tiens à la discussion de mes collègues confirment bien mon propos qui est accablant. Comparé au département de la même strate qui engage près de 140 € par habitant par an pour le département de la Somme, vous consacrez uniquement des dépenses d'investissement de 106 € par an. C'est un écart énorme de 36% qui explique que vous n'ayez pas eu d'emprunt à faire faute de mettre en face véritablement des investissements pour l'avenir. Pour l'ensemble des départements de France, mes chers collègues, nous tenons la 6e place, non pas en tête, mais en queue des départements de France. Chacun a compris qu'il faudra une autre majorité, un autre souffle, un autre espoir pour la population. Nous avons travaillé depuis 3 ans au Cap-Ordu, à Saint-Riquier, puis à l'Historial de Péronne pour construire un projet alternatif. De quoi s'agit-il? Nous souhaitons un département qui agit et qui protège. Une de nos priorités sera de concevoir et de mettre en place rapidement un vaste plan de lutte contre la pauvreté et la précarité. Nous avons déposé à cet égard un amendement. Une gauche aussi qui veut sortir le département de son isolement et veut provoquer une vaste concertation comme chef de file des collectivités territoriales entre les communes, les communautés de communes et les régions. L'un des enseignements de la crise sanitaire, vous l'avez en partie évoqué, que nous traversons, et que pour être réactif et efficace, il faut être au plus près des territoires et de nos concitoyens. Nous voulons être des élus de progrès qui veulent travailler en concertation avec la population et instaurer une véritable démocratie participative. Nous déposons également à cet égard un amendement. Nous voulons être des élus de progrès qui veulent mieux protéger nos aînés en renforçant le maintien à domicile et les services correspondants. C'est aussi là où il nous faudra du courage, un courage politique pour revoir le fonctionnement des EHPAD. Nous souhaitons être une gauche qui s'attache à la réussite éducative de toute la jeunesse. Et nous devons voir avec l'État comment favoriser le rattrapage des collégiens qui ont décroché à cause de la pandémie, soit près de 15%. Cela constituera pour les 2 années à venir notre priorité. Une gauche offensive pour un département qui défend l'emploi et l'insertion.
Il s'agit d'exiger, Monsieur le Président, mes chers collègues, en discutant à nouveau avec l'État et la région, d'un nouveau contrat de plan où nous devons être associés, qui devra au plus près apporter son soutien et sa détermination à tout le monde économique. Voilà les éléments que je voulais apporter. Notre budget supplémentaire, comme le budget primitif, a des connotations de grande incertitude, voire une forme d'insincérité qui nous empêche d'avoir une connaissance précise de nos finances. Enfin, et c'est pour cela que nous n'avons pas déposé davantage d'amendements, nous attendons avec un vif intérêt votre budget primitif 2021, qui sera le dernier. Nous serons d'autant plus vigilants que ce sont d'autres élus, et j'espère une autre majorité, qui devra le mettre en œuvre, voire le modifier. À la fin de cette session, je demanderai à Jean-Jacques Stotter d'expliciter notre vote et d'indiquer ce que nous pensons par rapport à cette session. Je voudrais, mes chers collègues, vous réserver cependant une bonne surprise. Pour ceux qui considéraient toujours que la gauche avait mal géré ce département, quand elle en avait eu la responsabilité, une de vos collègues rapporteurs du budget, et dont j'avais salué l'objectivité, nous avait déjà dédouané de ce contresens. Elle avait parfaitement raison, car la Chambre régionale des comptes vient d'adresser au président Manable, le 12 août dernier, son avis sur le contrôle des comptes et de la gestion du département de la Somme au moment de son départ. Monsieur le sénateur, est-il écrit, par lettre du 24 janvier 2020, je vous ai informé de l'engagement du contrôle des comptes et de la gestion pour les exercices 2015 et suivants du département de la Somme que vous avez présidé jusqu'au 1er avril 2015. La Chambre a décidé de ne pas formuler d'observation portant sur la fraction de la période contrôlée au cours de laquelle vous aviez été ordonnateur de cet organisme. Alors, Monsieur le Président, vos discours sur la gauche dépensière et qui met en péril les finances de notre département tombent totalement à l'eau. Et je vous prie désormais de respecter le jugement qui vient d'être rendu en notre faveur par la juridiction compétente pour l'analyse des comptes des collectivités. C'est un excellent audit que vous réclamiez après notre départ. Oui, nous savons gérer, mais nous saurons aussi, dans l'intérêt de nos concitoyens, gérer autrement. Et comme le déclarait Albert Camus dans le mythe de Sisyphe, en vérité, disait-il, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Lec. La parole est à Madame Danis. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord à mon tour de vous féliciter au nom du groupe Génération, Monsieur le Président, pour votre élection. Nous savons tous évidemment que nous avons d'énormes différends politiques, mais je sais la sincérité qui est la vôtre et nous savons que vous nous représenterez avec détermination pour défendre la Somme et son territoire et ses habitants. J'en profite aussi pour féliciter les deux autres sénateurs et notamment Rémi Cardon qui inscrit notre département dans l'histoire en devenant le premier sénateur, le plus jeune sénateur de l'histoire de la Ve République. Et si vous me permettez, j'en appelle aux responsables politiques qui sont parmi nous pour essayer d'inscrire une nouvelle fois notre département la prochaine fois, éventuellement en envoyant la plus jeune femme sénatrice du département de l'histoire et éventuellement qui ne serait que la troisième puisque seules 2 sénatrices jusqu'ici nous ont représentés dans la haute chambre. Deuxième chose, je vais essayer de pas être trop longue, je raccourcis très sérieusement parce que beaucoup de choses ont été dites et on s'était dit qu'on allait essayer de ne pas faire des interventions trop longues parce que le format de la réunion ne s'y prête pas terriblement. Simplement, donc la deuxième chose, je voudrais
aussi adresser mes vœux de rétablissement à l'un de nos collègues qui est donc positif, qui a attrapé le coronavirus. Revenir brièvement sur justement la question du séminaire au cours duquel nous avons donc tous été cas contact. Donc voilà, en toute transparence, tous les élus et participants à ce séminaire ont donc été contacté par l'ARS. La procédure à suivre, elle était assez simple une fois que tout le monde était d'accord entre les différentes instances. Je voudrais aussi remercier le cabinet du président et le président pour avoir été aussi réactifs et avoir permis aux élus de pouvoir se faire tester rapidement, parce que sans avoir une question de privilège, on sait aussi qu'on est exposé, et de fait qu'on expose plus facilement les concitoyens puisque nous rencontrons beaucoup de monde et notamment dans des territoires différents, et donc nous devons être encore plus exemplaires. Sur la question du respect des gestes barrières lors de cette réunion, effectivement, moi je salue l'accueil de l'Historial et de son équipe qui a tout fait pour que ça se passe au mieux. Mais moi, je pense qu'il faut admettre que nous n'avons pas tous été exemplaires, en tout cas pas tous été exemplaires tout le temps. Certaines photos sont parues sur les réseaux sociaux et cela le montre. Nous avons été plusieurs à porter des masques, mais pas forcément en permanence. On a essayé d'être vigilants, mais pas suffisamment, et ça prouve bien qu'on ne l'est jamais assez, puisque nous sommes en plus population qui est amenée à rencontrer beaucoup de gens différents, et nous devrions être plus vigilants encore. Moi, la première, je l'étais, mais pas encore assez. Je vous assure que je vais l'être bien plus encore aujourd'hui. Simplement rappeler à nos collègues qui sont là, qui étaient présents aussi, la procédure qui nous disait en fait de rester à l'isolement strict pendant 7 jours, et en cas de test négatif à J+7, donc vendredi pour la plupart. Dans ce cas-là, l'isolement n'est donc plus de mise à partir d'aujourd'hui, mais nous devons respecter absolument les gestes barrières et donc porter un masque en permanence si nous sommes en présence d'autres personnes, pas partager de moments conviviaux ni de situations où en fait on pourrait encore potentiellement contaminer quelqu'un, puisque la quarantaine est passée à 7 jours, mais la deuxième semaine, l'ARS nous demande de continuer à être très vigilant. Donc je tenais à le rappeler pour que ce soit bien clair pour tout le monde, au cas où tout le monde n'aurait pas eu l'information. Ensuite, je voudrais rappeler et repréciser, même si je l'avais déjà fait, que saluer le travail à la fois des services, le travail exemplaire pendant la crise du Covid-19 et la crise sanitaire, et aussi le lien que vous avez maintenu, Monsieur le Président, avec l'ensemble des présidents de groupe, et la réactivité dont vous-même avez fait preuve avec votre équipe, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté non plus sur le sujet. Nous avons effectivement beaucoup de différents de points de vue et d'orientation politique. Nous continuerons évidemment à combattre les orientations politiques de votre majorité, et quelle que soit l'issue des prochaines échéances qui modifieront l'exécutif. Soyez-en certains. Nous pensons que il y a tout un tas de sujets sur lesquels vous n'êtes pas sur le bon chemin, et notamment sur la question de l'éducation, de l'accompagnement social. Il y a tout un tas de choses où nous proposerons d'autres choses, mais et sur la question du plan de relance, je ne me réexprimerai pas une nouvelle fois, puisque je l'avais fait longuement au mois de juin. On se permettra peut-être brièvement en fait de faire un propos de conclusion pour expliquer le vote de ce rapport. Et puis, si vous me le permettez, rapidement revenir sur les propos, la plupart du temps nauséabonds, voire complètement inexacts, selon lesquels par la représentante de l'extrême droite dans cette assemblée. Moi, je me permets de le faire, puisqu'en plus, elle a mis en cause une discussion et un débat que nous avions eu en juin, où il a été question d'insultes. Je rappelle qu'aucune insulte n'a été proférée de la part de notre groupe. Nous avons émis des opinions, et quand on a qualifié certains propos et certaines attitudes, certaines déclarations de racistes,
ça n'attaque pas la personne, ça attaque en fait ce qu'elle est, ce qu'elle défend, les valeurs qu'elle prône. Et je me permets quand même de dire que quand on se croit obligé de préciser plusieurs fois dans la même phrase qu'on n'est pas raciste, c'est quand même un petit problème à mon avis. Et vraiment, quand on choisit d'assimiler la question des mineurs étrangers, des réfugiés, des migrants à la criminalité, à la délinquance, ça s'appelle du racisme. On ne peut pas appeler ça autrement. J'en suis désolée, mais je dois le dire. Et voilà. Merci de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Renaud. Et bonjour, Président et nouveau sénateur. Je félicite également, je félicite l'ensemble des sénateurs. Et puis, bien évidemment, le petit jeune du trio, Rémi Cardon, qui offre aussi à mon conseil municipal la chance d'avoir un sénateur parmi ses membres. Monsieur le Président, chers collègues, la conclusion de notre intervention lors du budget primitif, vous avez invité à de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, pour citer donc. Malheureusement, les Samariens n'auront perçu que quelques maigres actions de consolation dans un contexte économique, sanitaire et social ravagé par la maladie. Une grave crise financière qui a secoué le monde durablement, entrepris de protéger les Samariens. Après la mobilisation des Gilets jaunes pendant 54 semaines, mais aussi des cols bleus et blancs, des blouses blanches, des salariés, retraités, étudiants, pour dénoncer la vie chère, restés sourds et muets à la colère et à leur désespoir. Après une succession de quinquennats présidentiels qui ont racketté l'activité publique, payé la note aux Samariens en les privant de beaucoup. Après vos exercices budgétaires qui ont mis au régime sec les politiques de solidarité et de la vie quotidienne, vous vous êtes illustré à redéfinir l'action publique en un seul mot, la privation. Avec pour seul objectif l'optimisation de l'épargne brute, l'omnubilation du cagnotage sur le dos des politiques sociales ou à coup de suppression d'emplois, ne les oublions pas, et de modernisation des services de la collectivité sous couvert de rationalisation des dépenses de fonctionnement. Mais aussi en ayant recours à la course perpétuelle à la statistique et à la stimulation des économies dans les services. En n'oubliant pas, année après année, l'exercice par exercice, d'anticiper la minoration de l'excès des recettes de fonctionnement pour infléchir sur les dépenses courantes afin de dégager de l'autofinancement encore plus. Car cette stratégie de communication axée sur la hausse de l'investissement réalisé en partie et les effets de vos efforts en matière de désendettement est en réalité, à l'heure, une situation de sous-investissement, comme le soulignait notre collègue. Alors que des départements de même strate que le nôtre ont un investissement de 144 € en moyenne par habitant, non à 106 € par habitant lorsque les départements de la région parisienne sont à plus de 160 € par habitant. Cette démonstration nous est utile pour rappeler qu'il n'y a pas de dette grave ou préjudiciable pour la collectivité dès lors que nos investissements vont satisfaire des dépenses utiles pour le quotidien des habitants en termes de soins, d'emploi, d'insertion, de déplacement, de logement, d'éducation et j'en passe. Vous entretenez donc une tromperie qui encourage votre majorité à laisser penser que notre département serait pauvre et que les efforts d'investissement seraient colossaux grâce à votre prudence dans la gestion de la dette et de l'épargne. Une preuve à l'appui, les quelques 132 millions cagnotés par une budgétaire 515 cagnotte atteste que vous avez bien décidé de faire vivre pauvrement les Samariens, selon l'adage « vivre pauvre pour mourir riche ». Il vous fallait néanmoins reprendre la main à quelques mois des échéances départementales pour faire semblant d'être généreux, plutôt pour essayer de donner le change et d'opérer une opération séduction aux yeux des Samariens. La manipulation reste grossière et nous allons nous employer une fois encore à le démontrer dans cet exercice du budget supplémentaire. Un budget supplémentaire ne sera pas synonyme de grande redistribution, car cette session qui engagera votre plan de relance post-Covid restera avant tout un plan de communication avec peu de moyens. Je m'explique. Avec seulement 11,8 millions de crédits de paiement en fonctionnement et 5,8 millions d'investissements pour la mise en œuvre de votre plan de relance, vous allez engager 17,6 millions, soit 35% de crédits de paiement
sur une enveloppe initialement prévue à 50 millions. Ce sont ainsi 5,8 millions en investissement. Excusez-moi. Ce sont ainsi 5,8 millions en investissement pour le plan de relance qui représente 65,5% des nouvelles inscriptions budgétaires sur cette section. 76,7% si on y ajoute les 874 350 € pour l'achat d'urgence de la crise sanitaire. Ce sont aussi 11,8 millions en fonctionnement pour le plan de relance, qui représente 54% des nouvelles inscriptions budgétaires. Que dire encore concernant la mystification des 37 millions d'euros d'inscription des dépenses imprévues de fonctionnement, dont nous ne connaissons pas les raisons. Espérons au moins que tous les membres de votre majorité connaissent les dessous de cette réserve qui entretient le mystère. La s'impose d'emblée que des ajustements à la marge de votre BP si la grave crise sanitaire n'était pas apparue aussitôt. Que vos politiques de privation et de réduction continue de la voilure demeurent imperturbables face aux enjeux nouveaux. Et nous imaginons sans mal que pour détourner les regards sur les 5 années de privation, les 65% restants, soit 32,4 millions, viendront abonder votre budget primitif de février prochain afin de prolonger le coup de com' en pleine campagne des élections départementales et régionales. Ce qui ne sera qu'une obole en comparaison des 132 millions cagnotés et plus de 60 millions prélevés sur les politiques départementales depuis 5 ans et une réalité de vie dégradée des habitants qui appellent à des mesures durables et universelles. Monsieur le Président, l'austérité que vous avez érigée en doctrine sur notre département a bien répondu au dessein de l'actuelle majorité gouvernementale, mais elle a contribué également à fragiliser notre département face à l'imprévu, comme elle a aussi l'impuissance de l'État à faire face à la crise que nous traversons. La gestion par la privation demeure votre ligne de conduite intangible. Gravée dans le marbre de votre document Refondation, qui emprisonne l'existence et les moyens de l'humain, évaluation des moyens au plus serré, l'impossibilité de protéger les habitants et de les préparer au mauvais. Votre document Refondation est aujourd'hui hors sujet. Essayez de vous en soustraire et de faire oublier 5 années de privation des politiques publiques de solidarité. 5 ans pendant lesquels nous vous avons appelé sans cesse à casser votre tirelire pour construire des actions en direction des Samariens en matière familiale, d'insertion, d'emploi, de lutte contre toutes les formes de précarité culturelle et sportive. Vous n'y avez rien entendu. Aujourd'hui, ces 5 années de privation vont laisser tomber quelques pièces de l'argent cagnoté pour être saupoudrées sous forme d'un plan de relance, qui n'est en réalité qu'un plan de rattrapage et préparatoire aux élections départementales de mars prochain. Plan de rattrapage subi, imposé de tous les financements qui ont été supprimés depuis 5 ans, dont nous avons exposé le détail lors du dernier compte administratif. Et de rappeler que ce sont plus de 60 millions sur 5 ans d'exercice qui ont été retirés des budgets que vous nous avez présentés. Plus de 60 millions qui ont été retirés des dispositifs de solidarité de services à la population. Plus de 60 millions qui auraient pu atténuer les effets de la crise, la grave crise sanitaire et économique qui touche les habitants, s'ils avaient abondé la continuité de nos politiques, nos outils et nos services. Merci beaucoup, le juge responsable et gouvernement des dernières décennies, d'avoir affaibli notre indépendance industrielle du médicament et de la pharmacie, d'avoir dégradé notre système de protection et de soins, d'avoir mis par terre l'hôpital public. Vous avez été aussi dans les pas de l'austérité budgétaire voulue par ce gouvernement. Pour ce sujet précisément de casse de l'hôpital public, nous vous proposerons et défendrons un vœu pour le retrait d'un décret autorisant le licenciement de 10 000 fonctionnaires hospitaliers. Vous comprendrez, Monsieur le Président et mes chers collègues, j'en suis certain, si vous avez relevé les incohérences de l'État dans la gestion de crise, que vous voterez à nos côtés pour que le Conseil départemental de la Somme s'oppose au démantèlement de la santé et de l'hôpital public. Pour rappeler aussi et saluer le rôle primordial qu'a joué les premiers de cordée dans l'accueil et le soin des malades en pleine épidémie. Pardon, je devrais dire les premiers de corvée.
en adéquation votre plan de relance et votre volonté culturelle de notre système de santé soient défendus et valorisés. Nous vous attendons impatiemment lors de l'examen de ce vœu et plus particulièrement sur l'issue du vote que nous ne manquerons pas de communiquer publiquement. Monsieur le Président, ce qui n'a jamais été fait en 5 ans, aujourd'hui, vous nous sortez par un coup de com' un plan de relance qui, plutôt que de réparer les effets négatifs de la crise sanitaire et sociale, tentera de réparer la crise austéritaire que vous avez plaquée sur la vie quotidienne des habitants de ce département. Car il s'agit bien à nos yeux uniquement d'un rattrapage des moyens que vous avez soustraits aux habitants de ce département depuis 5 ans. Et si votre plan de com' est bien en deçà des moyens nécessaires pour répondre à la crise sanitaire, sociale et économique, c'est l'aveu et la démonstration que vous ne pouvez plus faire l'économie de penser l'action publique si vous oubliez que ce sont les femmes et les hommes que vous devez servir et non des stratégies et des logiques. Rien aujourd'hui ne pourra justifier que vous n'engagiez pas tous les moyens humains, financiers et techniques pour protéger, rassurer et accompagner tous les habitants de notre territoire après tant de sacrifices. Et malheureusement, la pauvreté de votre plan de com' n'est pas à la hauteur des enjeux. Monsieur le Président, depuis 5 ans, le groupe communiste a rappelé à maintes reprises son ambition de mettre en place un grand service public d'aide à la personne autour d'une politique territoriale de santé, publique, efficace et partagée, présente physiquement, humainement et techniquement sur le territoire départemental. Le moment de nous y atteler. Nous nous accommoderons pas de mesurettes et de gadgets, car dorénavant, l'expérience malheureuse de la crise atteste de l'urgence, toute la refondation de vos politiques sociales et de votre guide de gestion rédigé à l'entame de votre mandat. L'heure n'est plus aux petites et grandes économies, à la réduction de la voilure sur les actions sociales, à la réorientation des crédits ailleurs qu'au bénéfice des solidarités, à l'annulation des missions sanitaires ou de protection des plus fragiles. L'heure n'est plus à l'économie sur l'exigence de santé publique. Mais le moment est à la reconstruction d'un maillage territorial, de proximité et d'intervention auprès de tous les publics. Là, notre plan d'état d'urgence sanitaire et sociale, il est fait d'un volontarisme politique et économique ambitieux et ne fixe pas un cadre restrictif ou de privation des droits, comme les états d'urgence que l'on nous impose, qui ne construisent rien, qui ne débouchent sur rien, sinon moins de liberté et moins de services. Les communistes que nous sommes font des propositions pour changer de logique et répondre enfin aux besoins des personnes en pariant sur la redynamisation du service public plutôt que de servir les appétits financiers des autres principes d'austérité. Elle doit être protégée partout et pour tous. La transformation de notre mode de développement au service de l'humain et de la planète est plus nécessaire que jamais. Vous nous proposez aujourd'hui de réparer un préjudice que vous avez commis. Compte n'y est pas. Monsieur le Président, et votre gestion de la crise appelez à ce que vous soyez une sécurité sociale pour tous ces habitants. Vous avez joué le rôle d'une mutuelle qui coûte cher aux Samariens et qui rembourse peu. Nous aux Samariens de toujours être plus et mieux à leur côté, en étant auprès d'eux une assurance vie pour qu'ils reçoivent, en fonction de leurs besoins, protection. Voilà ce qui est à nos yeux une réponse durable et humaine pour une action de proximité soucieuse du bien-être de chacun, qui ne se limite pas aux dates butoirs d'un mandat politique, mais qui s'opère tout au long de la vie. Je vous remercie de votre écoute. Merci. La parole est à Madame Devasier. Je suis désolée, j'espère que vous m'entendrez tout le long du discours parce que la connexion est mauvaise, donc je n'ai pas la vidéo. Je ne mets pas la vidéo pour essayer de prendre moins de poids dans mon intervention. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, chers collègues, chers amis, nous voilà donc réunis pour notre traditionnelle session du budget supplémentaire. Une fois de plus, et comme à notre habitude, nous profitons de cet exercice budgétaire pour investir davantage dans les thématiques qui sont les nôtres, afin d'aider les plus fragiles, mais aussi les communes et les intercommunalités du département. Ce budget supplémentaire nous permettra aussi d'intervenir en amont afin de prévenir les difficultés futures
grâce au plan de relance. Cette session, comme le président l'a rappelé, se tient dans des conditions particulières. Qui aurait pu croire en effet que 7 mois après le début de la Covid-19, elle frapperait encore durement nos concitoyens? Je souhaite à nos collègues de l'opposition atteints de la Covid un prompt rétablissement et souhaite à ceux qui les ont côtoyés lors de leur séminaire à l'Historial de ne pas avoir été contaminés. Avec l'ensemble des collègues, nous avons également une pensée pour ceux qui continuent le combat au quotidien, dans les hôpitaux, les EHPAD, les foyers de vie. Il est plus que jamais nécessaire de rappeler que respecter les gestes barrières et le masque permettent de protéger les Français et de sauver des vies. Merci aux agents du département qui travaillent au quotidien au contact des Samariens pour leur dévouement. Nous ne leur rappellerons jamais assez, mais si le service public a pu continuer dans des conditions souvent anxiogènes et difficiles, c'est bien grâce à eux. Et nous, élus, nous devons nous montrer exemplaires, c'est notre devoir. À travers ce budget supplémentaire, nous avons décidé de nouveaux investissements, comme les achats d'urgence dans le cadre de la crise sanitaire, presque 3 millions d'euros. Nous avons doté les agents et les habitants de masques et nous avons mis en place un large protocole sanitaire à destination de tous les locaux départementaux afin de limiter au mieux la propagation du virus. Nous allons également poursuivre notre effort de modernisation de notre administration en la dotant d'outils performants pour développer entre autres le télétravail. Il a été décidé d'acquérir la nouvelle MDSI de Fribourg-Escarbotin pour 1 700 000 €, de soutenir le plan de lutte contre la pauvreté de 675 000 € et de prévoir pour la crise économique, vu la crise économique et sociale que nous allons affronter, 6 millions supplémentaires pour le paiement de l'allocation RSA. Mais ce n'est pas tout, puisque ce budget supplémentaire consacre une large part au plan de relance. En effet, ce ne sont pas moins de 17,5 millions d'euros qui seront soumis au vote à l'occasion de cette session. Les plus fragiles des Samariens ont été durement touchés et c'est pourquoi nous les aidons à différents niveaux, en répondant à l'urgence sociale, notamment par le biais d'aides au logement, de subventions aux associations caritatives partenaires pour l'urgence alimentaire comme les épiceries sociales. Nous avons à cœur de soutenir efficacement les acteurs de l'économie sociale et de proximité. Pleinement mobilisés pendant la crise de la Covid-19 et toujours sur le pont, nous avons souhaité soutenir les acteurs de l'autonomie et de l'enfance grâce au versement d'une prime au personnel des établissements et services relevant de la compétence du département pour leur engagement pendant la crise sanitaire. Nous souhaitons aussi verser une dotation complémentaire aux établissements pour faire face aux coûts de fonctionnement supplémentaires liés à la crise sanitaire. Autre exemple, car nous nous soucions de l'emploi, nous allons acheter un bus pour l'emploi afin d'aider les bénéficiaires du RSA à retrouver un travail en allant à leur rencontre au plus près de chez eux. Depuis 2015, nos aînés sont au cœur de nos politiques et ils ont besoin d'être soutenus après avoir vécu des mois difficiles. Nous allons donc, entre autres, améliorer la vie des personnes âgées et handicapées à domicile et en établissement en développant des solutions d'accueil intermédiaires et innovantes en complément des actions mises en œuvre dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt de 2019. Il faut également aider les jeunes Samariens. Ne pouvant se rendre au collège, ils ont dû travailler de chez eux, parfois dans des conditions difficiles, parfois sans matériel. C'est pourquoi nous leur avons prêté du matériel informatique et organisé du soutien scolaire afin qu'ils soient prêts pour cette rentrée 2020. Par différentes aides exceptionnelles et parfois de l'aide à l'acquisition de matériel, nous souhaitons soutenir les acteurs du tourisme, du sport et de la culture. Ils font vivre notre département. Ils participent à le rendre attractif, ne les oublions pas. Nous proposerons de voter la mise en place de diverses actions de communication visant à promouvoir notre département vert et vertueux à moins d'1h30 de Paris. La période de confinement l'avait démontré et nous l'avions annoncé. Nous soumettons à votre approbation l'aide à l'acquisition de vélos électriques afin de développer l'usage du vélo et des nouvelles mobilités.
Le succès est retentissant dans notre département depuis maintenant plusieurs mois. Nous avons décidé de soutenir la consommation de produits locaux. Enfin, et toujours dans le cadre des mesures du plan de relance qui seront soumises au vote durant ces 3 jours, nous nous devons d'aider les communes et les communautés de communes à concrétiser leurs projets. C'est pourquoi nous allons flécher 1,05 million € en investissement pour le dispositif de contractualisation avec les EPCI et 800 000 € en investissement pour le dispositif communal au titre du volet portant sur des équipements et aux travaux liés à la crise sanitaire. Vous le voyez, mes chers collègues, nous n'avons pas tergiversé dans les décisions à prendre. Certains parlent beaucoup, voire beaucoup trop pour critiquer ce qui a pu être fait. Certains disent que nous ne sommes pas allés assez loin. Mais s'il n'y en a qu'une seule à retenir, c'est le travail fourni par l'ensemble des élus et des services pour proposer ces nouvelles inscriptions à destination de tous les Samariens. Cette session est également l'occasion pour nous de présenter plusieurs vœux que nous soumettrons à votre approbation. Le ministre de l'Intérieur nous demande d'accélérer sur la prime de feu, ce que nous ne refusons pas. Cependant, à la lecture de la circulaire qu'il a envoyée au préfet, nous nous sommes aperçus que cette prime ne serait pas compensée en sa totalité. C'est pourquoi nous avons formulé un vœu pour demander au gouvernement de compenser à l'euro près les dépenses supplémentaires liées à la prime au feu. Conscient que notre département souffre d'une désertification médicale certaine, nous demandons au gouvernement d'agir pour structurer une véritable offre de soins de proximité. Aussi, nous demandons, comme nous l'avions déjà fait par le passé, le maintien des zones de revitalisation rurale, car elles sont indispensables pour soutenir les territoires ruraux les plus fragiles de la Somme. Beaucoup trop de nos concitoyens nous disent chaque semaine sur le terrain qu'il existe trop de zones blanches en ce qui concerne le réseau téléphonique. Il est grand temps que le gouvernement prenne la mesure du problème et agisse, ce qui fera donc, vous l'avez compris, l'objet d'un vœu. Sujet d'actualité, depuis quelques mois, le référendum d'initiative partagée sur le bien-être animal fait encore parfois la une des journaux et des réseaux sociaux. Si nous sommes tous d'accord sur la défense de la cause animale et si nous sommes tous d'accord pour sanctionner plus sévèrement les mauvaises pratiques, nous considérons que le RIP, de manière générale, est trop excessif et oppose trop durement les Français. Nous voulons donc encadrer plus strictement les référendums d'initiative partagée afin de ne pas opposer constamment certaines catégories de la population. Enfin, nous souhaitons également que les départements aient la compétence intégrale sur le bloc médico-social. En effet, nous nous inquiétons du probable transfert des EHPAD aux agences régionales de santé. Or, on assiste à une prise de conscience progressive de l'importance de l'échelon départemental. Il est donc temps de conforter les départements dans leur mission de solidarité sociale. Voilà, mes chers collègues, ce que nous voulions porter à votre connaissance. Il nous reste désormais à espérer des jours meilleurs. Dans cette attente, continuons toutes et tous à travailler dans l'intérêt général de l'ensemble du Samarien, comme nous allons le faire durant ces 3 jours, je l'espère. Pour conclure, je souhaiterais rappeler à notre président qu'il a le soutien plein et entier de ses collègues de la majorité et que nous tenions à le féliciter chaleureusement pour sa victoire aux élections sénatoriales, et j'ajoute évidemment nos félicitations aux 2 autres sénateurs élus pour représenter notre département. Merci de votre attention. Merci. Juste quelques réponses. Tout d'abord à Madame Leprel. Donc j'ai cru d'ailleurs quand elle faisait la liste des propositions qu'elle nous faisait, c'était effectivement la lecture de notre plan de relance, que ce soit pour le localisme, le vélo, le covoiturage, les ENS, l'amélioration des logements d'un point de vue énergétique. C'est tout à fait ce que nous faisons et ce que nous amplifions avec ce plan de relance. Donc je me réjouis bien sûr de l'avoir voté, ce budget supplémentaire à la fin de cette session. Pour ce qui est de la commission de l'oubli, je ne sais plus qui avait parlé de ça, c'est la carte scolaire, ça doit être Maître Lec, je crois. Il n'y a pas du tout de commission de l'oubli. Justement, vous savez, Monsieur Lec, à propos des réformes qu'il y avait à faire dans la collectivité, nous avons eu le courage de le faire.
vous avez eu le courage d'en parler, comme d'habitude. Vous parlez beaucoup, mais vous n'agissez pas beaucoup. Sur les CER, sur les CMS, sur la carte scolaire, tout ça, on en a parlé pendant 6 ans avec vous, mais rien n'a changé. Nous avons eu le courage, dès le début de ce mandat, de restructurer l'organisation de cette collectivité pour la rendre plus moderne, plus réactive et surtout plus en proximité des habitants. Pour ce qui est de Madame Vibaud, je voudrais rajouter un certain nombre de points. Tout d'abord, les chiffres que vous avez cités aussi, je ne sais plus si c'est Madame Leprel ou Monsieur Lec, mais je ne sais pas, vous allez sortir vos chiffres, mais vous confondez la trésorerie avec effectivement les excédents et vous ne prenez bien sûr pas compte des baisses qu'il va y avoir, des baisses de recettes que nous avons et des dépenses obligatoires nécessaires. Et que sur cet excédent dont vous parlez, qui n'est pas de 165 millions, mais bien de 88 millions d'euros, nous avons déjà 77 millions d'euros qui sont engagés, avec moins 17 de recettes, avec plus 6 de RSA et plus 4 de dépenses enfance, et hors plan de relance pour lequel nous affectons 50 millions d'autorisation d'engagement. Donc vous le voyez, l'argent va être bien utilisé, bien sûr dans le temps, parce qu'on n'imagine pas, Monsieur Lec, que vous puissiez d'un coup de baguette magique, en ouvrant votre portefeuille, de pouvoir délivrer tout l'argent qui est disponible sur votre compte en banque. Nous allons le faire au fur et à mesure que les projets vont venir et que nous allons bien sûr nous y attacher le plus rapidement possible. Il y a des dépenses qui sont déjà engagées, ne serait-ce que la carte prépayée, que ce soit les primes aux établissements que nous espérons faire pour la fin de l'année, dès lors qu'on aura l'ensemble des relevés de chacun des établissements. En tous les cas, notre volonté, c'est bien sûr de les consommer le plus vite possible pour rendre service aux habitants et aux professionnels. Alors pour ce qui est des investissements, Monsieur Lec, je ne sais pas où vous allez chercher vos chiffres, mais en tous les cas, sachez qu'ils sont de 111 euros par habitant chez nous en 2019 et qu'ils ne sont que de 90 euros par habitant au niveau national. Donc je crois que nous n'avons absolument pas à rougir. Bien sûr, les chiffres, vous pouvez toujours aller les inventer. Je vous invite d'aller sur la DGCL. Vous aurez tous les chiffres année par année, BP, compte administratif, et vous pourrez vérifier ces chiffres-là qui correspondent bien à ceux que je vous dis. Dans notre département, c'est 111 euros par habitant. Et au niveau national, c'est bien 90 euros par habitant. Voilà. Et puis au CA 2014, je vous rappelle que vous étiez à 104. Donc on ne peut pas dire qu'on ait réduit au contraire la voilure, mais qu'on l'a bien monté de l'ordre de 7%. Pour ce qui est des dépenses d'équipement, vous ne manquez pas d'air, parce qu'en fait, je vous rappelle qu'ils étaient, quand je parle des dépenses d'équipement, ce sont les investissements, il faut savoir de quoi on parle, hein. Ce sont les investissements réellement réalisés par la collectivité, dont nous avons la responsabilité. Je ne parle pas des subventions aux collectivités locales, parce qu'on ne sait naturellement pas quand ils font leur investissement, et on suit un peu au fil du temps, au fil de l'eau, je dirais, les dépenses faites par les collectivités. Pour ce qui est des nôtres, les dépenses d'équipement, c'était de 41 millions en 2013, c'est de 60 millions en 2019. Alors je ne sais pas encore une fois où on est en baisse et en manque de volonté d'investir. Je crois que c'est véritablement l'objet justement de la gestion que nous avons eue, c'est de tourner le département vers l'avenir, et qui dit effectivement, comme ça a été répété, qui dit avenir, dit investissement d'avenir pour créer des emplois et redonner de l'espérance. Enfin, je voudrais dire à Monsieur Renaud, quand on nous dit arrêtez de claironner, de dire qu'on a fait des économies sur le dos des Samariens, en matière de dépenses d'aide sociale, nous sommes à 602 euros par habitant au budget 2018. On est le 26e département. Si véritablement nous avions sacrifié les dépenses sociales, je pense que nous serions un département qui ne serait pas aussi bien classé en niveau de dépenses sociales, et d'autres départements auraient eu bien plus de catastrophes que nous encore. Donc vous voyez, nous sommes le 26e département en termes de montant par habitant de dépenses sociales. Donc de grâce, arrêtez de faire croire aux gens que la gestion que nous avons est au détriment de la protection sociale. C'est totalement faux, et vous le savez pertinemment, ce sont des slogans, ce sont des discours. Nous verrons comment les habitants de ce département jugeront ces gestions. Voilà ce que je voulais vous dire pour répondre assez succinctement aussi à Madame Vibaud quand même, de rappeler que naturellement, nous versons aux enfants de l'ASE un revenu. Je ne sais pas où elle pense qu'on n'a pas de revenu pour les enfants de l'ASE. C'est aller de 513 euros par mois. Donc, revoyez vos rapports. En tout cas, c'est prévu. Et aussi de dire à Madame Leprel qu'on a aussi beaucoup d'ambition en matière des ENS, je le rappelle, puisque nous avons prévu OBS, si vous l'avez lu, eh bien, une augmentation des achats pour protéger ces ENS. Enfin, pour les MNA, je vous ai toujours dit qu'on jouait dans la transparence, donc les chiffres vous sont donnés régulièrement. Il y a un côté humaniste à avoir, humain.
nous le faisons dans les règles que la loi définit pour le département, avec le taux qui est le sien de 0,90 et de ce qui arrive sur notre territoire et que nous devons accepter. Nous le faisons du mieux que l'on peut. Et puis 2 points encore. Sur les EHPAD, effectivement, moi je suis contre l'isolement des EHPAD, je vous le dis clairement, et que justement on lutte contre cet isolement à travers deux éléments que vous avez dit, Madame Bibeau, sur les investissements, notamment investissements en matière de contact avec les familles, avec les écrans, les tablettes, les salles aussi pour pouvoir recevoir la famille. Et puis enfin, la culture dans les EHPAD, où nous avons justement lancé un appel à projet pour que les structures de culture puissent investir les EHPAD et redonner confiance dans ces personnes âgées qui ont été oubliées pendant la crise du Covid. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai à peu près tout dit. Et puis si, quand même, pour le RIP, là, franchement, oui, je suis contre le RIP, je vous le dis clairement, parce que nous avons un élu pour 100 habitants. Je ne vois pas pourquoi la représentation démocratique ne serait pas celle qui peut représenter et choisir au nom des habitants ce qui est bon pour eux. Par contre, là où vous devriez vous battre, au lieu de proposer le RIP, c'est de lutter contre l'abstention et de faire en sorte que les Françaises et les Français retournent voter dans les bureaux de vote. Donc oui, je pense que ce RIP, c'est quelque chose qui divise et qui a une volonté uniquement de diviser et de traiter avec des lobbies qui ne sont malheureusement pas ceux que je partage. Et donc, je suis contre ce RIP. C'est pour ça que nous avons proposé ce vœu et que la majorité le suivra. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire. Je vais laisser la parole à Pascal Bohin qui va vous donner, en tant que secrétaire de séance, la suite de la session, le calendrier de la suite de la session, et laisser la présidence à Christelle Hiver parce que je dois m'absenter. Je vous souhaite une excellente continuation, une excellente après-midi et de réunion de commission, j'imagine. Bon après-midi à vous, bon appétit. Donc, chers collègues, en ma qualité de secrétaire de séance, il m'appartient de vous communiquer les amendements, vœux et motions déposés par nos collègues. Donc, au cours de cette réunion plénière, l'Assemblée départementale devra examiner 11 vœux et 1 motion. 5 vœux en première commission. 2 vœux ont été déposés par le groupe Uni pour la Somme, à savoir un vœu pour une réelle compensation financière de la prime de feu au département, le second pour un cadre plus réfléchi et mieux encadré du référendum d'initiative partagée. 3 autres vœux ont été déposés par les groupes Somme à gauche et le groupe communiste. Le premier, nous voulons la transparence des fonds publics attribués aux entreprises de notre territoire. Le second, concernant l'entreprise Bridgestone. Le troisième, au sujet du décret relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emplois dans la fonction publique hospitalière. 2 vœux en deuxième commission. 2 vœux ont été déposés en deuxième commission par le groupe Uni pour la Somme. Le premier pour la structuration d'une véritable offre de soins de proximité dans la Somme. Le second visant à demander le transfert au département une compétence intégrale pour ce qui relève du bloc médico-social. 3 vœux et 1 motion en troisième commission. 2 vœux transmis par le groupe Uni pour la Somme. Le premier concernant le maintien et l'amélioration du dispositif des zones de revitalisation rurale en 2021. Le second pour une refonte des critères de l'ARCEP et des moyens pour accélérer la couverture mobile dans la Somme. Une motion a été déposée par les groupes Génération Écologie, Somme à gauche et Génération S, demandant une étude de faisabilité sur la création de trams noirs dans les principales villes du département. Un vœu a été proposé par les groupes Somme à gauche, Génération Écologie et Génération S pour la mise en place d'un moratoire sur le développement et le déploiement de la 5G. Un vœu en 6e commission, il a été proposé par les groupes Génération Écologie, Somme à gauche et Génération S, intitulé « Contre le projet de loi remettant en cause l'interdiction des néonicotinoïdes ». Enfin, nous avons également reçu 2 amendements par le groupe Somme à gauche. Le premier, amendement au rapport 2137 pour l'instauration d'un véritable budget participatif. Et enfin, le second, amendement au rapport 2220 pour une vraie stratégie de lutte contre la pauvreté. Merci.
Merci Pascal pour la présentation de ces vœux et amendements. La session d'ouverture touche à sa fin. Donc cet après-midi, les commissions vont se réunir exclusivement en visioconférence et je rappelle que Madame Boucher vous a adressé ce matin un rappel de toutes les salles de connexion pour les différentes commissions. Donc certaines commencent à 14h et d'autres à 14h30. Nous nous retrouverons demain, mardi à 10h pour la reprise de la session, donc toujours dans cette salle 140 60 44. Il me reste à vous souhaiter un bon appétit et de bons travaux en commission cet après-midi et je vous dis à demain. Bonne fin de journée.